Donc, je vais vous parler aujourd'hui de certains projets de recherche dans lesquels j'ai analysé la question de l'utilisation par les mères d'enfants qui présentent un TSA, hein, un trouble du spectre de l'autisme, leur utilisation qu'elles font d'Internet et des réseaux sociaux, notamment des groupes Facebook. Ce que je tiens à dire, c'est que moi, je ne suis pas une spécialiste de la question d'Internet. Je suis vraiment arrivée à m'intéresser à l'usage que font les mères d'Internet par le biais de mes recherches qui portent sur la santé des mères d'enfants qui présentent un trouble du spectre de l'autisme. Donc, c'est vraiment par ce biais-là que je me suis intéressée à leur usage d'Internet parce que j'ai assez rapidement, je vous dirais là, que j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là il y a 10 ans maintenant. Donc, assez rapidement, même il y a 10 ans, parce que les choses bougent rapidement, je me suis rendu compte que c'était une partie incontournable de leur vie et qu'il fallait, si on voulait comprendre notamment la question des réseaux, il fallait regarder qu'est-ce qui se passait au niveau d'Internet. Et donc, c'est vraiment par ce biais-là que j'en suis arrivée à Internet. Et je vais vous faire un petit topo pour vous expliquer un peu le contexte dans lequel se sont développées les recherches dont je vais vous parler. D'abord, on a réalisé, dans les premières recherches qu'on a faites, où on faisait des entrevues avec les mères, qu'elles nous parlaient du fait qu'elles utilisaient Internet, bon, de toutes sortes de manières. Et j'ai travaillé à cette époque-là, notamment un article que je cite ici, là, auquel j'ai participé de deux collègues en psycho, Georgette Goupy et Nathalie Poirier, qui sont des profs en psycho ici à l'UQAM. Et je me souviens qu'on discutait de cette question-là d'Internet. Et elles avaient une vision à cette époque-là, là, qui n'est pas super lointaine, mais peut-être que ça a changé. Elles avaient une vision, je dirais, relativement négative de cet usage que font les mères d'Internet, dans la mesure où ce qu'elles disaient, c'est, mon Dieu, c'est très difficile pour les mères d'avoir des enfants qui ont des besoins particuliers, etc. Puis s'ils vont sur le web, ça va les déboussoler davantage. On trouve toutes sortes de choses sur Internet. Qu'est-ce qu'on trouve là-dessus? Ça va susciter de l'anxiété. Et vraiment, leur vision, je dirais, d'intervenante et de professionnelle était plutôt négative. Bon, moi, je ne suis pas une intervenante. Et moi, comme vous le savez, j'enseigne en sociologie de la santé et j'avais une vision vraiment tout autre en me disant, oh, moi, je pense que Internet, ça peut être quelque chose de vraiment bien pour les mères. Ça peut être quelque chose qui peut leur permettre d'avoir des connaissances, d'avoir du pouvoir. Et je voyais ça d'un œil plutôt positif. Et donc, je me suis dit, bon, on va aller regarder ce qui se passe là. Et la perspective, c'est un peu les points là, que je vous ai mis sur les diapos, là, dans lesquels j'étais, c'était de dire, qu'est-ce qui va se passer en termes de démocratisation de l'information? Bonjour. Qu'est-ce qui va se passer en fait dans la diffusion de savoir? On sait qu'il y a une diffusion de savoirs experts sur Internet, mais aussi de savoirs autres qui sont des savoirs qu'on peut qualifier de profanes. Donc moi, c'était vraiment l'enjeu qui m'intéressait ici de dire, bon, mais comment les mères se situent là-dedans? Comment elles se retrouvent là-dedans? Puis qu'est-ce qu'elles ont, elles, à dire sur leur utilisation? Parce que finalement, même si ce n'était pas le sujet de mes recherches, quand elles en parlaient, ça semblait être quelque chose de plutôt positif, finalement. Donc, c'était dans cette perspective-là de se dire, bon, ben, on va regarder si ça favorise éventuellement l'empowerment, si ça leur permet de recevoir du soutien, et peut-être que ça peut être une forme d'engagement social, des sujets qu'on retrouve beaucoup là, en sociologie de la santé et qui ont transformé, je dirais, un peu le profil ou la relation entre les patients et les médecins at large, pas seulement autour de la question du trouble du spectre de l'autisme. Ceux et celles qui travaillent sur la question d'Internet connaissent sans doute bien ça. Un autre élément qui est très important de souligner, c'est les particularités de ce trouble, bonjour, de ce trouble du spectre de l'autisme qui me semblait être des éléments qui pouvaient faire en sorte que Internet serait majeur, en fait, dans ce contexte-là. Vous pouvez vous asseoir ici. Hein? Non, c'est bon? Donc, en fait, ce qu'il faut savoir par rapport au trouble du spectre de l'autisme, il y a plusieurs particularités dont je pourrais vous parler, mais la première, c'est que c'est un spectre, hein, on s'entend. Donc, ce que ça veut dire, c'est que là-dedans se regroupent à la fois des enfants ou des adultes qui peuvent avoir des problèmes très sérieux, très sévère, être non-verbal, pas avoir acquis la propreté, faire des comportements dangereux, s'automutiler. Je veux dire, le profil très négatif existe, mais aussi, il y a des gens qui vont avoir ce diagnostic-là et qui vont pouvoir occuper un emploi, pouvoir avoir éventuellement une famille. Donc, vraiment, il y a un spectre très large. Donc, quand un jeune enfant est diagnostiqué d'un trouble du spectre de l'autisme,
c'est difficile de savoir il va être où dans ce spectre-là. Donc, beaucoup de points d'interrogation autour de cette question-là. Un autre élément, mon deuxième point ici, c'est que dans un certain nombre de cas, il y a des enfants qui, puis là je parle d'enfants parce que mes recherches portent sur les familles d'enfants, et dans un certain nombre de cas, c'est des enfants qui vont avoir des comportements très difficiles. Par exemple, une non-conscience du danger qui vont faire que ces enfants-là peuvent se garrocher dans l'escalier ou se jeter sur l'autoroute ou manger de la peinture. Enfin, vraiment, il y a des situations extrêmement difficiles. Donc, ce qu'on voit, nous, dans nos études, c'est qu'il y a beaucoup de familles qui se retrouvent et qui ne vont pas sortir, qui ne vont pas aller chez des amis, qui vont pas... Donc, leur réseau social peut être limité par les comportements de l'enfant, à la fois le fait que ça peut être stigmatisant, il y a des enfants qui vont faire des bruits, qui vont crier, bon... Et donc, on se disait, bien, dans ce contexte-là, Internet, ça peut être une drôle de belle porte de sortie et d'ouverture vers le monde lorsqu'on est un peu coincé chez soi parce qu'on ne peut pas sortir, parce que notre enfant a des difficultés très importantes. Et une troisième caractéristique qui me paraissait importante par rapport à l'autisme et éventuellement Internet, c'est le fait que c'est un trouble pour lequel les connaissances scientifiques sont quand même limitées. Ce que ça signifie. Bonjour! Excusez-moi. Donc, c'est un trouble qui regroupe, comme je vous l'ai dit, un paquet d'affaires et pour lesquelles, finalement, on ne sait pas grand-chose, ou en tout cas, il y a beaucoup de débats. J'ai participé à un livre, en fait, que j'ai écrit avec ma collègue Nathalie Poirier, qui porte sur l'état des connaissances sur le trouble du spectre de l'autisme. Et j'ai eu la possibilité d'écrire la conclusion. Et je pourrais vous la résumer en disant, en gros, on ne sait rien. J'exagère un peu, mais il y a vraiment beaucoup d'inconnus. On ne sait pas, en fait, la prévalence. On ne sait pas il y a combien exactement d'enfants autistes au Québec. Est-ce que ça augmente ou ça n'augmente pas? Il y a débat là-dessus. Il y a débat sur l'étiologie. C'est quoi qui cause l'autisme? Il y a des pistes génétiques, environnementales, une combinaison des deux. Les traitements médicamenteux, ça marche pas. Les interventions. Bref, il y a de tout, OK? Donc, dans ce contexte-là, c'est pas évident d'avoir un accès facile à l'information, puis l'information n'est pas unique, elle est multiple. Donc, tout ça fait en sorte qu'on se dit, bon, probablement qu'il y a quelque chose là d'important. Donc, dans ce contexte-là, on se disait, Internet constitue sûrement un lieu de recherche d'information et d'échange qui est prisé par les familles. Et c'est ce qu'on a vu dans l'article, je pourrais vous en donner la référence qu'on a écrit avec Georgette Goupil, c'est que les mères d'enfants autistes, en fait, les parents d'enfants autistes sont des grands utilisateurs d'Internet, les mères davantage que les pères, et la période autour du diagnostic semble être une période clé où là, ça va beaucoup sur Internet. Même si je mettrais un bémol, en fait, il y a une question d'âge aussi. C'est sûr que les enfants sont diagnostiqués jeunes, donc les parents sont jeunes. Ça peut faire en sorte que les parents d'enfants plus jeunes, ils vont plus que les parents d'enfants plus vieux, pas parce que c'est le diagnostic, mais parce qu'ils sont plus jeunes, et donc que c'est des plus grands utilisateurs d'Internet et de réseaux sociaux at large. Donc, je mettrais un bémol, mais dans l'ensemble, ce qu'on voyait, c'est que oui, Internet est utilisé, et oui, Internet est apprécié. Donc, ça, c'est ce qu'on voyait de façon générale. En ce qui concerne nos connaissances sur la situation des parents d'enfants qui présentent un trouble du spectre de l'autisme, bon, mais ça, c'est vraiment le cœur de mes recherches. Je vous résumerai en les 3 premiers points le fait que ces familles-là, ces parents-là vont assez mal. Moi, je m'intéresse à la question de la santé. Sur le plan de la santé, c'est très difficile. Beaucoup de détresse, beaucoup de problèmes de santé. Et on sait que les déterminants de la détresse, souvent, c'est des facteurs de stress et un manque de soutien. C'est 2 éléments déterminants, là, justement, de la détresse. Et dans le cas des parents d'enfants autistes, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a de multiples stresseurs et le soutien est difficile. On voit un manque de soutien dans toutes nos recherches. Donc, évidemment, ces difficultés-là nous amènent à se dire, est-ce que, dans le cas de ces familles-là, est-ce qu'Internet pourrait être un lieu au moins de soutien? Et quand j'ai commencé à regarder ça, j'ai regardé un peu ce qu'on avait sur les groupes de soutien traditionnels, c'est-à-dire les gens qui se regroupent ensemble pour parler, pour discuter, pour recevoir du soutien. Et ce qu'on voit ici, c'est que dans les études qui ont mesuré l'effet de ces groupes de soutien-là, c'était quelque chose de positif. Les parents disaient, oui, me retrouver avec d'autres parents pour pouvoir avoir des gens qui me comprennent, c'est quelque chose d'apprécié.
Bon, ils peuvent échanger de l'information et des conseils, mais ce qu'on voit, c'est que ces groupes-là ne marchent pas très bien, dans le sens où les gens n'y vont pas. Je vous expliquais tout à l'heure comment c'était difficile dans certains cas pour des enfants de sortir, mais imaginez quand il y a des problèmes, ce qu'on voit dans ces familles-là, c'est qu'il y a des problèmes financiers, des problèmes de conciliation famille-travail, on voit des problèmes à faire garder l'enfant. Tu vas-tu le vendredi soir aller dans le trouble de trouver quelqu'un pour garder l'enfant et puis aller à un groupe de soutien, même si c'est apprécié, en fait, les familles, ils vont pas. Et donc, du coup, Internet, super, parce que c'est accessible tout le temps. Et voilà, quand on a 5 minutes, on peut y aller et voilà. Donc, vous voyez un peu le contexte dans lequel s'inscrit notre questionnement autour d'Internet et des mères. Et je parle des mères parce que c'est les mères, je dirais, qui sont le plus présentes dans toutes ces recherches-là. Donc, un peu le questionnement un peu général que j'avais, c'était à savoir si les lieux d'échange en ligne pouvaient en fait faire office un peu de groupe de soutien. C'était vraiment ça l'idée au départ, mais je vous dirais que nos recherches nous ont menés, comme ça arrive souvent dans les recherches qualitatives aussi, à un peu ailleurs, c'est-à-dire qu'on a vu différentes choses. Mais c'est sûr qu'on était enligné sur la question de l'aide et du soutien. Et pour s'y prendre, ben voilà Claudia, donc l'étudiante dont je vous parlais, qui a fait son mémoire de maîtrise, dont je vais vous parler. Et donc, pour essayer de comprendre cette question-là du soutien, on s'est dit, on va regarder un aperçu des préoccupations, j'ai appelé ça des préoccupations mises en ligne, mais c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils écrivent en fait sur Facebook. C'était vraiment comme un point de départ pour comprendre ce phénomène-là. Et voir les préoccupations, mais voir aussi les ressources. Moi, toutes mes recherches sur l'analyse des mères est vraiment toujours axée dans une perspective de valoriser ce qu'elles font, de valoriser leur travail, de valoriser leur expertise. Et je me disais, bon, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans sous cet angle-là? Et on s'est intéressé à différentes plateformes. Donc, je vais vous parler d'un forum de discussion et d'un groupe Facebook. Donc, on voulait voir un peu si c'était la même chose qu'on retrouvait là-dedans. Et finalement, de façon plus large, essayer de comprendre un peu la place du web dans les réseaux de soutien des familles. Quelle est cette place-là? Donc, pour arriver à ce large programme, je vais vous parler de 3 études. Bien, je vais vous parler d'éléments de 3 études qu'on peut mettre ensemble pour avoir un peu une vision globale. Tout d'abord, la première, c'est l'étude d'un forum de discussion. C'est une étude qui a fait l'objet d'un article scientifique, donc si ça vous intéresse, là, on a publié ça en 2012. Et aussi en partie là, dans un livre qu'on a publié sur la réalité des familles d'enfants qui présentent un trouble du spectre de l'autisme. Donc, je vais vous parler de l'analyse de ce forum de discussion-là. Et je vais vous parler aussi du mémoire de Claudia, qui s'enlignait un peu dans la même veine, mais en regardant le contenu d'un groupe Facebook destiné et organisé, en fait, par des mères. Et finalement, et ça, je vais vous en parler très peu parce que c'est vraiment un petit début, là, mais c'est la recherche qui est en cours et qu'on a commencé, notamment avec Marie, une de mes étudiantes qui est ici, et dans le cadre de laquelle on travaille sur les réseaux de soutien des familles. Donc là, vraiment, c'est une analyse de réseau et on veut regarder un peu quelle est la place de Facebook, qu'est-ce que les parents ont à nous dire, c'est sur les pères et les mères. Donc, je dois passer quand même, je sais qu'on a du temps, mais je vais quand même passer rapidement sur la méthode, mais si vous avez des questions, là, j'irai davantage en profondeur. Donc, la première recherche, c'est une étude d'un forum qui était destiné à des parents, mais dans lequel il pouvait y avoir des adolescents et des adultes là, qui présentent un trouble du spectre de l'autisme. En gros, c'était des mères qui avaient là-dessus, là. Essentiellement, là, c'était des mères. C'était un groupe ouvert, c'est-à-dire, voilà, ouvert à tout le monde et anonyme, donc les gens écrivaient avec un pseudonyme. Et on a analysé, dans le fond, le contenu des messages qui ont été déposés. Alors là, la date est importante, c'est en 2010, entre le 1er août et le 1er décembre 2010, donc on a choisi une tranche. Ça a l'air de rien 2010, là, mais c'est vieux, vraiment. Ce forum-là était très actif, il n'existe plus aujourd'hui. Donc, on voit les choses passent sur Internet. Il y avait des tas de messages. C'était vraiment un lieu qui était très important. Et on avait donc 266 messages qui étaient quand même
conséquent. C'est quand même des assez gros messages dans le cadre de ces forums-là. Je ne sais pas si vous connaissez sûrement là, ce type de plateforme-là. Donc, ça part avec un message qui peut être assez long, puis les réponses peuvent être assez longues, puis il y a des gens qui rentrent dans les réponses, puis que ça peut partir, puis runner longtemps un message. Mais bon, nous, comme on était un peu limités, c'est une recherche qu'on a faite comme ça, de façon assez exploratoire, on a juste regardé les messages de début de discussion. On s'est restreint aussi à l'analyse des messages écrits par les mères, donc 92% des messages étaient écrits par les mères. Et on a regardé un peu le profil de ces mères-là. C'est des mères d'enfants jeunes, donc d'âge scolaire ou préscolaire pour la plupart. Et on a fait tout simplement une analyse thématique un peu classique. On a regardé ce contenu-là comme si c'était des propos de quelqu'un, puis on a dit c'est quoi les thèmes, puis on a essayé de comprendre un peu ce qui se passait là-dedans. Donc ça, c'est notre première recherche dont je vais vous parler. Je vous parle de la deuxième recherche, donc le mémoire de Claudia. On a fait un peu la même idée, mais sur un groupe Facebook. Donc, c'est un groupe Facebook de mères québécoises d'enfants qui présentent un trouble du spectre de l'autisme avec une analyse de son contenu. Là, ce qui est différent, c'est que c'est un groupe fermé, mais qui n'est pas anonyme parce que là, c'est Facebook. Hein, donc, c'est les gens avec leur profil Facebook, leurs photos qui rentrent dans ce groupe-là. C'est fermé, mais il y a du monde. Il y a 4000 membres dans ce groupe-là, donc c'est quand même un gros groupe. Très dynamique, puis il existe encore. Ben, en fait, le mémoire de Claudia est tout récent. Donc, c'est vraiment... donc, on a l'impression que ce qui se passait sur le forum se passe sur Facebook. Et donc, Claudia a compilé là, les publications pendant 10 semaines à des moments précis dans l'année. Des moments qui peuvent permettre d'avoir un peu un profil de toute l'année, parce qu'on ne voulait pas faire toute l'année, mais en octobre, en décembre, en août, donc pour avoir un peu un profil de tout ce qui se passe. Et c'était plus de 1000 publications. Donc, encore une fois, c'est les messages de début, mais dans Facebook, c'est différent parce que c'est le message de début qui est gros. Après, c'est juste des petits commentaires. Donc, c'est quand même quelque chose de plus complet, je dirais, comme analyse. Donc, Claudia a fait une analyse vraiment globale sur une assez longue période. En fait, elle a été beaucoup sur ce groupe-là. Et puis, ensuite, plus approfondie là, des publications initiales, pas des réponses, mais comme je vous dis, les réponses sont assez, limitées. Et puis, encore une fois, on a regardé les messages écrits par les mères qui étaient la très grande majorité. Je vous parle très, très brièvement de notre troisième recherche qui est en cours. En fait, on a commencé cet été. C'est une recherche qu'on fait en collaboration avec ARIMA, c'est-à-dire Dina White de l'Université de Montréal et Hélène Bello de l'INRS, où là, on veut regarder la question des réseaux et on fait des entrevues semi-dirigées avec 15 familles, des pères, des mères, sur la question des réseaux et on a des questions spécifiques qui sont posées sur l'utilisation des réseaux sociaux. Donc là, on a un peu l'envers du décor. Mais comme on a commencé, puis on est au début de l'analyse, je vais vous dire des pistes, mais voilà, c'est vraiment à suivre. Alors, je vais vous parler des résultats de façon un peu groupée parce que ce qu'on a retrouvé sur les forums et sur Facebook était suffisamment similaire pour que je puisse vous en parler ensemble. Mais je veux commencer en vous parlant déjà des différences, même si ce n'est pas comme une analyse des différences qu'on a faites, mais des différences qu'on voit entre ces deux plateformes-là. D'abord, les similitudes, les préoccupations, parce que c'était le contenu qui nous intéressait. Les préoccupations sont essentiellement les mêmes. Donc, là, en termes de contenu, ça se ressemble beaucoup. Le format, par contre, est différent. Parce que Facebook, ben, vous connaissez tous Facebook, hein, ça permet, je dirais, une souplesse qu'il n'y avait pas dans le forum. Par exemple, Facebook, on peut poster des photos, on peut poster des vidéos, on peut mettre des liens puis commenter des liens, des articles. C'était pas impossible avec le forum. En tout cas, c'était beaucoup moins fait. Et je pense que c'était plus difficile à faire. C'est probablement la raison pour laquelle c'est difficile. Aussi, la question des réponses, comme je vous disais, qui était plus courte. Donc, quand même, le format est différent. Mais le contenu se ressemblait beaucoup. Ce qu'on a vu clairement, là, c'est que le Facebook était plus un lieu de mobilisation que le forum. Donc, le forum, c'est on parle de soi et tout ça, tandis que Facebook, on parle de soi, mais aussi de ce qui se passe dans la société. Donc, ça, c'est un élément que je trouve super intéressant. On va y revenir. Et toute la question de l'anonymat qui est quand même très différente. Sur le forum, c'est des avatars, il n'y a pas de photos. C'est difficile de savoir qui est qui, là. C'est ouvert, mais c'est très anonyme. Facebook, c'est un groupe ouvert, ben, fermé, mais
plein de monde là-dedans. C'est pas trop, on ne sait pas trop qui rentre là-dedans non plus, parce que c'est pas vraiment surveillé. Et du coup, la question de l'anonymat est quand même différente, là. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que les maires, d'après ce qu'on voit du contenu, nous disent qu'ils diffusent un contenu qui est différent du contenu Facebook régulier. Donc, ce qu'ils écrivent dans leur Facebook, puis ce qu'ils écrivent dans ce groupe-là, c'est pas la même chose. Alors, parce qu'ils ne s'adressent pas au même monde. Donc, il y a comme une affaire sur l'anonymat, là, dont on pourra éventuellement discuter. Un autre élément global et commun entre nos deux plateformes, c'est, parce que c'était vraiment ma question, là, de savoir est-ce que les gens voient ça comme un lieu de support et de soutien. À partir de l'analyse qu'on fait du contenu, ça a vraiment l'air que oui. OK? Et vous allez voir à un point même presque troublant, là. Je vous donne des extraits ici, un extrait du forum. Ça va vous donner un peu une idée de la perspective dans laquelle sont les personnes qui écrivent. Donc, une mère ici qui dit « Je viens de passer encore un bout de ma soirée à lire sur le forum et chaque fois, ça me fait le même effet. Ici, on peut arriver à se comprendre et à se rejoindre. Depuis que j'ai découvert le forum, je m'en passerai plus. C'est une merveilleuse banque d'informations et de compréhension. » Donc, voyez-vous à quel point c'est important. Et ici, je vous donne un message Facebook que je trouve encore plus troublant. « Depuis 1 an, vous êtes ma seconde famille. Plus, vous êtes ma première source de compassion. Merci d'être là. Merci d'être si formidable. » Donc, quand je dis troublant, c'est un groupe de gens qui ne se connaissent pas, hein, en fait. Contrairement au Facebook, que ça peut être ton ami puis ton cousin. Là, c'est des gens qui se retrouvent là-dessus, qui ne se connaissent pas et qui disent « Vous êtes ma première source de compassion. » Ça donne une idée de la difficulté dans laquelle peuvent se retrouver ces mères-là. Donc, au-delà de ces espèces de constats, je dirais, assez généraux, si on regarde un peu davantage le contenu, on voit 2 éléments là, qui sont comme mes 2 grands thèmes là, et qui, dans les faits, sont vraiment imbriqués. Clairement, que ce soit Facebook ou le forum, on y va pour chercher de l'information et pour en transmettre, finalement. L'un va avec l'autre. Et je dirais que de façon générale, que ce soit Facebook ou le forum, les messages ressemblent à « voici ce qui m'arrive », donc je diffuse l'information sur ce qui m'arrive, et genre, j'ai besoin d'aide, qu'en pensez-vous, et je cherche une information. Bon, il peut y avoir des messages qui sont juste, je cherche une information, puis il peut y avoir des messages qui sont juste, voici ce qui m'arrive, mais très souvent, c'est les deux. Donc, on les a traités un peu séparément, mais c'est artificiel, là, dans la mesure où c'est souvent très imbriqué, OK? Donc, la diffusion, le partage d'informations va avec la recherche d'informations. Si on regarde notre premier bloc, là, la recherche d'informations, un peu, moi, je regarde sous l'angle du soutien, un peu le soutien informatif, finalement. Il y a plusieurs points, mais le plus gros, dont je vais vous parler en premier, c'est l'accès aux services. Donc, il y a des mères ici qui vont savoir, je suis sûre de quoi je parle ici. Donc, c'est un gros morceau de la vie de ces familles-là, c'est d'accéder aux services, de chercher les services. Et ça prend une grosse place dans leur vie, c'est ce qu'on voit dans toutes mes recherches sur ces familles. Et c'est pas étonnant de constater que sur Internet, c'est le gros paquet également. Donc, les mères vont chercher de l'information là-dessus, sur l'accès aux services, et souvent de façon assez spécifique. Donc, on voit là qu'ils veulent savoir ça. Je vous donne des exemples ici. Une mère sur le forum qui dit comment faire une demande pour une classe TED. Alors, TED, c'est l'ancien acronyme pour TSA, c'est la même chose, trouble envahissant du développement. Donc, j'attends que l'école le recommande, je l'inscris sur une liste d'attente, comment ça marche? Donc, on voit hein, qu'ils n'ont pas l'info, là, puis ils cherchent sur Internet, OK? Sur les forums, auprès d'autres mères. Ici, une mère sur Facebook qui dit « Il y a un diagnostic de TSA, ces cris sont de pire en pire, nous n'avons pas de suivi nulle part, je fais quoi avec ça? J'ai téléphoné au 811 et ils vont me rappeler, je fais quoi, s'il vous plaît? » Donc, c'est un indicateur vraiment de la pauvreté, je dirais, des ressources actuelles. Là. Souvent, on parle d'un guichet unique des services. C'est rendu que c'est Facebook, le guichet unique des services, j'ai l'impression. Parfois, c'est triste, là, mais voilà. Mais il y a un autre élément très important. C'est que non seulement ils veulent de l'information qui, a priori, pourrait être recherchée au CLSC ou au guichet unique en question, mais en fait, ils ne cherchent pas juste ça. Ils ne veulent pas avoir juste l'opinion d'experts, ils veulent aussi avoir l'opinion des mères. Et ça, c'était très important. Donc, quand je vous parlais un peu d'un savoir autre, là, ça, je trouve que c'est quelque chose de très important. Donc, elles veulent avoir l'opinion des mères par rapport aux services.
exemple, service dans les écoles de la région de Montréal. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont sur l'île ou la Rive-Sud et qui ont une bonne expérience dans leur école ou leur commission scolaire? Y a-t-il des coins à éviter? Donc, si on pose la question à la commission scolaire, ils ne vont pas vous dire ça, c'est la bonne école puis la pas bonne école. Par contre, les mères, elles le savent et elles s'informent de ça. Donc, vous voyez, c'est une autre information et ça, je trouvais ça vraiment super intéressant. Ici, une mère qui veut se renseigner sur une méthode. J'aimerais avoir vos commentaires sur la méthode Padovan. C'est assez cher, alors j'aimerais savoir si ça donne des résultats. Donc, ils ne veulent pas avoir l'opinion de ceux qui font la méthode Padovan. Là. Ils veulent avoir l'idée des mères. Ils veulent savoir qu'est-ce qu'elles pensent, puis quand ils disent ça marche, bien, ça marche pour vrai. Donc, voyez-vous, il y a comme un enjeu ici intéressant. Un autre volet très important dans nos recherches, c'est le fait que les messages révèlent la confiance limitée qu'ont les mères envers les professionnels. Et ça, c'est un euphémisme. Ça ne parle pas en bien des professionnels, d'après les messages qu'on voit. Et vous allez voir, il y a plusieurs volets là, à cet élément de confiance limitée. Je vous donne un exemple qui est particulièrement frappant, je trouve. Une mère qui revient du pédopsychiatre avec une prescription et qui demande aux mères ce qu'elles en pensent avant de donner la prescription à son enfant. Je reviens du pédopsychiatre avec une prescription de risperidone pour mon fils de 3 ans et demi. Risperidone étant un antipsychotique. Je trouve ça petit pour le médicamenté. Qu'est-ce que ce médicament a changé pour votre enfant? À quel âge avez-vous commencé? Donc, vous voyez ici, le médecin n'est pas sûr, on va aller demander aux mères ce qu'elles en pensent. Hein? C'est intéressant de voir ça. Elles expriment aussi beaucoup de doutes face à la compétence de certains d'entre eux. Ça, on retrouve ça aussi dans nos études. Par exemple, une mère qui parle de rendez-vous chez l'orthophoniste. Aujourd'hui, Arthur avait son premier rendez-vous en orthophonie. Je suis un peu surprise de comment ça s'est passé. De quoi ça a l'air, vos rendez-vous? J'ai l'impression d'être plus efficace à la maison. Une autre mère ici sur Facebook qui dit « L'éducatrice est super, mais elle n'a pas les compétences ni le temps de s'occuper des besoins particuliers de ma fille. » Donc, quand on parle des professionnels, c'est pas souvent en bien, disons-le. D'ailleurs, cet échange-là porte parfois sur des tactiques pour faire face aux professionnels. Tellement qu'on ne leur fait pas confiance, on se demande comment on va faire pour s'y prendre, pour gérer les professionnels. Donc, elle demande des tactiques. À l'aide, j'ai une rencontre lundi avec la TES et le prof. Ils sont supposés m'expliquer ce qu'ils vont mettre en place suite à la rencontre de l'ergo et de la spécialiste de la commission scolaire. Lire ici mes guillemets. On voit qu'elle aime la spécialiste. Que dois-je faire, dire ou ne pas faire ou ne pas dire ou demander? Hein? Donc, là, il y a toute la gestion des professionnels qui est là. Donc, la relation de méfiance dont je vous parlais, là, qui est très présente, et de déception, en fait, envers les intervenants, et qui correspond à ce qu'on voit là, dans d'autres études que moi j'ai faites sur les mères. Les mères aussi veulent être mieux outillées dans le but de confronter les professionnels. C'est-à-dire l'information que me donnent les autres mères va m'être utile pour que moi j'aille voir les professionnels pour accéder à des services. Et comme ça, là, je vais être outillée. OK? Donc, exemple ici. Premier exemple, TED et récré. Est-ce que vos enfants TED intégrés en classe régulière vont à la récré seuls? Donc, on imagine l'objectif de ça, c'est de dire, OK, mettons, l'école dit, non, il ne peut jamais être accompagné à la récré. Ben moi, je connais une mère que elle, son enfant, il est accompagné à la récré, voyez-vous? Donc, quand on parle un peu de pouvoir, d'échange d'informations et du pouvoir qui peut venir de cet échange-là, c'est intéressant. Même chose, le deuxième exemple, ceux en classe régulière accompagnés à temps plein, ils partagent la TES avec 1 ou 2 autres. Donc, vous voyez, ils sont un peu armés de l'expérience des autres pour aller demander des services. Donc, on voit que les professionnels, hein, on comprend pourquoi on a besoin des mères, à quelque part ici, et que ce lieu d'échange-là est vraiment valorisé. Tout un autre volet, donc je vous ai parlé de l'accès aux services, tout un autre volet, c'est le volet que j'appelle mères intervenantes. Ces mères-là sont des mères qui, très souvent, ne vont pas juste compter sur les intervenantes pour intervenir auprès de leurs enfants, mais vont devenir elles-mêmes des intervenantes et vont travailler comme intervenantes auprès de leurs enfants. Et donc, elles s'échangent. Donc, moi qui regarde la question de l'expertise, ça c'est intéressant aussi, elles travaillent elles-mêmes auprès de leurs enfants, elles s'échangent autour de ça, dans le fond, complètement comme le feraient des professionnels. Et des fois, on regarde leurs messages, on dirait des éducatrices qui parlent entre elles, on dirait des professionnels finalement, et on voit vraiment l'expertise. Je vous donne un exemple ici. Notre séquence de pictos, des pictos, c'est des pictogrammes, des photos là, qui s'échangent les enfants pour qui ne sont pas en mesure de communiquer autrement. Là. Notre séquence de pictos pour les repas fonctionne
plus ou moins bien. Je pense en refaire une pour tout le repas. Quelqu'un a déjà essayé d'en faire une genre bouchée, renforcement. Un modèle serait le bienvenu. Donc là, on est dans des trucs super techniques en fait. Hein? C'est vraiment des mères intervenantes qui se parlent entre elles de leur technique d'intervention. Et ce qui est intéressant et qu'on peut voir en analysant un peu le contexte dans lequel elles sont, c'est que c'est pas nécessairement parce que les mères, finalement, n'ont pas accès à des professionnels qu'elles demandent à d'autres mères. Même celles qui ont accès à des professionnels demandent à d'autres mères pareil. On voit que les professionnels aussi, il y a tout un enjeu. Donc, ils reconnaissent à l'expertise des mères parce que les mères, ils savent ce qui marche ou ce qui ne marche pas pour vrai. Okay? C'est pas en théorie, c'est concret, c'est la pratique. Et un troisième volet, c'est toute la question du diagnostic. Alors, il y a des questions sur c'est quoi l'autisme par rapport au fait qu'elles veulent comprendre leur enfant. Et elles demandent aux autres mères, mais elles demandent aussi parfois aux adultes et ados autistes. Alors là, il y a l'expertise. Toi, tu es autiste, est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire quand mon enfant autiste qui, lui, ne peut pas parler, dit ça? Alors, je vous donne encore un exemple. Là, j'aimerais savoir pourquoi mon fils a un certain comportement. Quand il voit ma tête proche d'un mur, par exemple, il lui arrive de mettre sa main sur ma tête et de la pousser dans le mur. Il lui arrive d'agacer un ami à la garderie. Quand je lui dis agacer, c'est lui prendre la tête et la brasser. Pourquoi la tête? Ou ici, besoin d'infos, mon coco de 3 ans a des visions ou des hallucinations. Il dit voir des animaux géants qui sont cachés. Ça arrive aussi à vos enfants. Je me demande si je dois commencer à m'inquiéter. Alors, on veut comprendre ces symptômes-là. Dans certains cas, et ça c'est intéressant aussi, il y a presque une volonté de poser un diagnostic à l'aide de l'expertise des mères. Des fois, un diagnostic associé à l'autisme, comme ici, une mère qui dit « Bonjour groupe, est-ce que certains peuvent partager leur expérience avec leurs enfants TSA qui seraient aussi anorexiques? Est-ce que ça se peut? » Donc, voir si l'anorexie peut marcher avec l'autisme. Encore une fois, on s'interroge auprès des mères. Mais ici, une mère qui n'a pas de diagnostic et qui pense que son enfant est autiste, puis elle va vérifier auprès des autres mères qu'est-ce qu'elles en pensent. Donc, je suis la maman d'un petit garçon de 12 mois et depuis sa naissance, il hurle. Je le trouve étrange. Il n'a jamais aimé être pris dans les bras, il ne nous a jamais regardé de proche. Il babille, mais pas de mots dirigés vers quelque chose, pas de bye-bye avec la main, il ne pointe pas non plus. Tout notre quotidien est complexe, habiller, manger. Sa pédiatre l'a inscrit à contre-cœur à la clinique du développement en me disant à mots voilés que c'est moi le problème et que c'est son tempérament. Donc, en tout cas, on en discutera, mais moi, quand je vois la description qu'a faite son enfant, je ne comprends pas que la pédiatre ne s'inquiète pas, très sérieusement. Donc, ça fait le tour de ma question recherche d'informations. Si on regarde le partage d'informations, donc l'autre pendant, de quoi ils parlent quand elles veulent communiquer, ces mères-là, quand elles veulent parler de leur quotidien. Est-ce qu'on fie, en fait? Est-ce qu'on fie quand ça va mal et quand ça va bien? Quand ça va mal, c'est intéressant de voir la franchise avec laquelle elle se confie. C'est-à-dire que souvent on dit, ben, vous m'en parlerez tout à l'heure, mais tu sais que Facebook, hein, on montre nos voyages, puis nos belles photos, puis tout va bien, puis la vie est en rose sur Facebook. Là, non. Là, la vie n'est pas rose du tout. Alors, je vous donne des exemples, l'ampleur des difficultés. Donc, une mère qui s'inquiète, il passe son temps, parlant de son enfant, à vouloir toucher le four chaud. On lui dit, on n'arrête pas de le tasser, mais dès qu'il ne regarde pas 30 secondes, il se garoche sur le four. Si ce n'est pas dans les escaliers ou dans la rue, je capote, on dirait qu'il aime se faire du mal. Donc, on n'est pas là, dans les petites fleurs et les ballons, là. On est dans quelque chose de tough. Et même leurs difficultés à elles sont présentées de façon très crue. Je vous en donne un exemple. Avez-vous été à ce point fatigué que vous avez envie d'abandonner votre enfant? J'en viens à croire que ce serait mieux, ou qu'il serait mieux, car il ne veut rien savoir de moi. Hein? Quand on sait que la maternité, toutes ses exigences, un message comme celui-là, c'est gros. Les mères se confient aussi quand ça va bien, pour partager des moments heureux. Et ce qu'elles indiquent, c'est que ces moments heureux-là sont compris, en fait, davantage par des gens qui comprennent, qui ont vécu la même chose en quelque sorte. Et on voit que parfois, c'est des petites choses très ordinaires et que si elles se confient avec des mères d'enfants tout venant, ils ne verraient pas l'extraordinaire dans l'ordinaire. Donc, ici, je vous donne un exemple. Ici, une mère qui parle de son fils qui va apprendre à faire semblant, quelque chose que les enfants typiques vont tous faire, mais que pour un enfant autiste, là, c'est gros. Donc, première fois où mon coco joue à faire semblant. Il joue à la dinette et prépare des assiettes. Je trouve ça très drôle car il ne prend jamais de vrai repas. Peu importe, je suis tellement fière de le voir jouer. Donc, si elle disait ça à ses amis,
peut-être qu'ils ne comprendraient pas qu'il y a quelque chose là de vraiment, puis probablement que les amis diraient ben, que c'est ça, tandis que les autres mères vont dire « Wow, super », etc. Elle se confie aussi pour aider les autres. On voit vraiment qu'il y a toute une partie du partage d'informations qui est un partage pour encourager les autres dans leur combat, parce que c'est vraiment ça qu'on voit. Exemple, il ne faut pas lâcher devant le refus du gouvernement. Faites les démarches de révision. Si vous êtes refusé pour les allocations, ça marche. Je viens de recevoir la réponse après 3 mois. Nicolas a été accepté. Donc, partage d'une victoire, mais dans le but de leur dire, faites-le vous aussi. Donc, vous voyez un peu l'aspect mobilisation ici. L'aspect mobilisation se voit aussi dans un partage qui vise à dénoncer l'injustice. En lien évidemment avec le manque de services et toutes les difficultés qu'elles vivent, elles veulent dénoncer dans un espoir, on le voit, de faire bouger les choses éventuellement. Donc l'aspect mobilisation, il est là. Un exemple de Sarah sur Facebook qui dit « Les intervenants nous demandent toujours de leur dire comment ils peuvent mieux nous aider. » Ah ben voilà un truc tout simple, quand on leur dit que quelque chose presse, ben croyez-nous, ça presse. Quand maman dit qu'il faut agir, maman le sait mieux que vous. C'est moi et mon coco qui vont en subir les conséquences maintenant. Elles vont dénoncer aussi le jugement des autres. On voit qu'il y a toute une part aussi de cette mobilisation qui va dans je dirais, ce qu'ils appellent en anglais awareness, là, le fait qu'on connaisse les difficultés dans un but d'acceptation éventuellement. Donc, une mère qui dit « Je suis plus capable d'entendre les médias, les matantes et tous ceux qui n'ont pas d'enfants en difficulté dire que les neurostimulants sont des drogues qui détruisent la vie de nos enfants. » Donc, ils vont dénoncer finalement l'attitude ici des médias. Je sais qu'on arrive à la fin, mais j'arrive à la fin moi aussi. Un lieu de mobilisation, donc, c'est plus vrai pour Facebook. Est-ce que c'est parce que c'est Facebook ou est-ce que c'est parce que le temps a avancé? Est-ce que c'est une question de génération de mères aussi? Bien, on s'entend que sur 5 ans, là, on ne parle pas vraiment de génération, mais on voit vraiment, en tout cas, que Facebook est de plus en plus un lieu de mobilisation où on diffuse, où on partage pour sensibiliser et changer la société. Exemple ici, Rachel, c'est des noms fictifs, hein? J'ai perdu confiance dans ces systèmes. Je pense qu'on doit travailler ensemble pour changer les choses. Communiquez avec moi si vous souhaitez vous investir. Donc, ils ne sont pas juste dans « je raconte ma vie puis mon problème avec mon enfant ». On voit vraiment qu'il y a une volonté de mobilisation. Par rapport aussi à l'aspect de veille médiatique, se partagent sur ces groupes-là, tous les articles de journaux, etc., qui portent sur l'autisme et ça va être des lieux aussi de mobilisation, de faire pression, etc. Donc, intéressant à lire, autisme, trop de neurones dans le cerveau, surtout dans la région du cortex, lien, article. Et ça, c'était un aspect intéressant dans le travail de Claudia. Lors de son recueil d'informations, il y avait le fameux défi Ice Bucket Challenge qui avait cours sur Internet partout, sur Facebook en particulier. Et les mères disaient à ce moment-là, étaient un peu troublées du fait que finalement tout le monde parle de ça, cette maladie-là, et que l'autisme, finalement, même leurs proches, voilà, ne sont pas très mobilisés. Donc, tous les membres de ma famille se sont versés un seau d'eau sur la glace et ont fait un don pour la SLA, mais personne n'a jamais de temps pour notre famille. Ça vous donne une idée. Alors, ça termine vraiment cette partie-là. Juste un petit mot sur la 3e recherche, celle qui est en cours, et qui nous montre un peu l'envers, si on peut dire, là, de la médaille, dans la mesure où là, on parle des gens qui vont sur Facebook et non pas on lit ce qu'ils écrivent sur Facebook. Et c'est vraiment intéressant parce que je pense que ça va nous permettre d'apporter des nuances à ce qui est dit. Par exemple, lorsqu'on questionne, là je vous le dis sous toute réserve parce qu'on est vraiment au début de l'analyse, mais lorsqu'on questionne les parents, ce qu'on voit, c'est que oui, effectivement, ils voient ça comme un lieu de mobilisation, un lieu intéressant, un lieu de soutien, mais en même temps, il y a aussi des propos négatifs sur le fait que des fois c'est lourd, ben, puis on comprend, hein, le soutien, il se fait à double sens, donc de lire les autres, de les encourager, de les supporter, il y en a qui sont juste plus capables et qui disent, là, à un moment donné, j'ai besoin d'un break, c'est trop lourd pour moi, c'est trop difficile, donc ça, c'est pas quelque chose qu'on voit sur le contenu parce qu'ils vont pas écrire « je suis allée vous entendre », ils vont juste fermer l'ordinateur ou passer à autre chose. Donc ça, je pense que ça permet vraiment de nuancer, comme je vous dis, à suivre. Aussi par rapport au soutien, le soutien qui est décrit est souvent un soutien qui est perçu un peu par défaut, ce qu'on ne voyait pas. C'est-à-dire que
je vous disais le message, vous êtes ma première source de compassion, par exemple, le message au tout début. Les parents, ils ne trouvent pas ça drôle que ce soit leur première source de compassion, que ce soit des inconnus sur Facebook. Hein? Alors, à quelque part, ils disent oui, c'est bien, oui, ça nous donne du soutien, mais en même temps, on aimerait ça avoir du vrai monde qui sont là pour nous aider vraiment. Donc, il y a comme un aspect, c'est pas négatif, mais qui met un petit bémol. Donc, vraiment à suivre là-dessus et je vais être heureuse d'échanger si vous avez des suggestions par rapport à ce qu'on pourrait regarder là-dedans. Donc, je finis très rapidement en conclusion. Vous l'avez compris, c'est certainement un lieu d'échange et de soutien et c'est certainement très avantageux pour ces familles-là par rapport à la flexibilité au temps. Donc, c'est incontournable, ces groupes-là. Là, je ne pense pas que c'est là pour s'éteindre. Ça va peut-être changer de plateforme, mais à mon avis, c'est vraiment là pour rester. La nature du soutien, comme on l'a vu, elle est à la fois émotif et informatif, mais liée beaucoup à l'expertise des mères. Et donc, ça ne remplace pas les connaissances livrées par des professionnels. C'est autre chose aussi. Et puis, on voit vraiment que c'est un lieu d'expression de propos critiques concernant les professionnels et les services qui finit par mener à une mobilisation. Elles voient le désastre qu'elles vivent, puis le désastre que vivent les autres, à un moment donné, ils se disent, ben là, ça se peut pas, là, on va faire quelque chose. Là. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du partage qui mène, je pense, à une certaine mobilisation. On parle beaucoup de mobilisation citoyenne et tout ça. Je pense que c'est intéressant. Ça révèle aussi, ben moi dans ma perspective où je veux comprendre la vie des mères, ça révèle aussi l'ampleur du travail qui vise à accéder et à négocier à des services. D'ailleurs, on peut même voir cette recherche sur Internet comme du travail jusqu'à un certain point parce que c'est les mères qui y vont, puis c'est les mères qui cherchent. Et pour terminer là-dessus, c'est sûr que ça ne remet pas en question et même, je dirais, ça renforce peut-être le rôle de mère intervenante. Ce qu'on voit là-dedans, c'est des mères super mobilisées, c'est des mères qui travaillent comme intervenantes, qui sont les intervenants. Et il n'y a pas vraiment de mobilisation. Il y a de la mobilisation sur les services, mais il n'y a pas de monde qui dise « Hey, ça n'a pas de bon sens que ce soit moi qui fasse ça » ou que ce soit les mères toujours, et où sont les pères, etc. On ne voit pas ça. Voilà. Donc, ça termine ma conférence. Au plaisir d'en discuter avec vous.